Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Nous nous interrogeons quelle configuration pour le prochain Sénat. Nous en parlons avec nos invités. Les élections sénatoriales au Togo, premières élections sénatoriales, comme vous le savez, auront lieu le 15 février, ce samedi donc au Togo. Et la campagne prend fin ce jeudi à 23h59. On a vu les partis plutôt qui participent à ces élections sénatoriales. On a dans plusieurs numéros de regards croisés débattus des possibilités pour les uns et les autres. Les résultats, à quel résultat doit-on s'attendre et quelle sera la configuration du Sénat? Sera-t-il aussi aux allures de l'Assemblée nationale avec une grande majorité pour le parti au pouvoir qui, je le rappelle, a la plus grande majorité des grands électeurs? Je veux parler des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Où y aurait-il des concessions? Y aurait-il des possibilités de vote? Beaucoup de votes pour l'opposition afin de contrebalancer le Sénat. Nous allons nous interroger sur cette configuration. La parole est à qui veut la prendre en premier pour tenter de répondre à ces questions. Samir, c'est vous. Effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que c'est la dernière étape avant l'effectivité donc des institutions fondamentales de la Ve République, notamment l'élection donc du président de la République, l'élection du président du Conseil des ministres. Donc il faudrait que la désignation donc du président du Conseil des ministres. Donc il faudrait que le Parlement qui regroupe donc les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, soit effective donc en termes de fonctionnement avant de procéder donc au basculement du régime semi-présidentiel dans lequel nous sommes vers le régime parlementaire, et que les autres institutions qui ont été réformées comme la haute autorité pour la gouvernance et économique et de lutte contre la corruption, la HACI, il y a une nouvelle forme également, soit progressivement mise en place pour véritablement mettre les pieds et les mains dans la Ve République. Comme vous l'avez dit, je pense que cette élection est assez particulière parce qu'en réalité, contrairement aux élections au suffrage universel auquel nous avons l'habitude d'assister, où les candidats ont la possibilité d'aller conquérir donc les voix donc au sein donc des populations, cette élection en réalité on connaît déjà les électeurs et ces électeurs-là appartiennent donc aux partis politiques. Donc quand vous prenez aujourd'hui, que ce soit les conseillers municipaux qui sont au nombre de 1527 ou que ce soit les conseillers régionaux qui sont au nombre de 179, ben plus de 85% de ces électeurs-là sont du parti présidentiel, sont de l'Union pour la République. Donc en réalité, et comme on l'a dit, en déduisant les choses, le parti qui est présagé remporter haut les mains ces élections sénatoriales, c'est bien évidemment le parti au pouvoir, le parti uni, qui a une majorité écrasante déjà au niveau donc de l'Assemblée nationale. Sauf, et ça en politique, il ne faut pas l'exclure véritablement, parce qu'en réalité vous avez l'article 10 de la Constitution de la République togolaise du 6 mai 2024 qui stipule que les 2/3 du Sénat sont élus par les conseillers municipaux, les conseillers régionaux représentant les collectivités territoriales, et les 1/3 sont désignés conformément à un certain nombre de conditions par le président du Conseil des ministres. Donc en fait, désigné par le président du Conseil des ministres. Donc en fait, on est dans une situation où on peut dire qu'en réalité, on laisse le jeu se faire. Donc on laisse les 41 sénateurs qui doivent être élus par les électeurs, donc les conseillers municipaux régionaux. Donc on laisse le jeu ouvert, on laisse le jeu se faire sans des discussions, et que, du moins celui qui a le plus de conseillers puisse remporter les élections. Donc le parti uni. Donc en réalité, sur cette base, on attend de voir au niveau donc du prochain Sénat le parti uni majoritaire. Sauf si le président du Conseil des ministres, dans ses prérogatives reconnues par la Constitution, décide de faire une certaine ouverture et de désigner un certain nombre de sénateurs des autres bords politiques au nom de l'ouverture politique dont il a toujours fait preuve. Vous savez que le président de la République, Faure Gnassingbé, a toujours voulu que les acteurs politiques, au-delà des divergences qui nous divisent, au-delà de nos idéologies et de nos stratégies politiques, que
les compétences qui sont dans les différents partis politiques puissent se mettre au service donc de la nation, au service donc du pays. Donc sur ce point-là et sur cette base-là, et connaissant l'ouverture et le sens engagé donc du président de la République, on s'attend à ce que même si au niveau donc du Sénat, on n'aura pas une majorité écrasante comme on l'a eu au niveau donc de l'Assemblée nationale où le parti présidentiel, le parti unitaire est majoritaire, au moins au niveau de l'Assemblée au niveau du Sénat, on aura une participation assez importante donc de la classe politique de l'opposition. Sauf, je vais terminer par là, que certains nombre de partis politiques comme l'Alliance nationale pour le changement, comme les FDR, comme un certain nombre d'autres partis politiques ont appelé leurs électeurs à ne pas participer à ces élections, non pas à ne pas être candidat d'abord, mais également à ne pas voter dans le cadre donc de cette élection. Donc on se dit que bon, le parti présidentiel pourra également s'appuyer sur ces différentes sorties, sur ces différents arguments des partis politiques pour dire qu'en réalité, si au nom de l'apaisement politique, au nom de l'ouverture politique, au nom du sens engagé donc du président de la République, on aurait pu ouvrir donc la participation d'un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition qui ont des compétences qu'on juge nécessaires pour le bien-être donc de l'État. Si au nom de cela, on aurait pu faire ça, mais comme ils ont décidé véritablement de ne pas participer à cela, on ne peut absolument rien. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir à un mariage s'il n'a pas la volonté de participer à ce mariage. Et je pense que tous les acteurs qui ont cette volonté-là, et certains ont déjà annoncé leur candidature, notamment l'UFC, notamment Bâtir, notamment le Net Nouvelle Version, et notamment un certain nombre d'autres partis politiques de l'opposition qui veulent également prendre part donc à la gestion donc des affaires publiques sous la 5e République. C'est de bonne guerre. Sinon, de primo, en réalité, on s'attend à ce qu'on puisse avoir une majorité unir, mais on ne sait pas vraiment est-ce qu'elle sera écrasante ou elle sera une majorité relative. Tout compte fait, ce que le parti unir au niveau donc du Sénat sortira gagnant au regard de ce qu'on a positionné dans les préfectures. Vous avez vu, non? C'est des poids lourds de la politique togolaise. Des gens qui sont sur la scène politique depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 40 ans. Je pense qu'ils veulent aller se reposer un peu au niveau du Sénat et apporter leur contribution donc pour l'édification donc de l'état de droit et de la démocratie. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à tous les acteurs politiques, à ces acteurs politiques de l'opposition qui ont compris véritablement que c'est ensemble que nous pourrions construire ce pays-là qui est le patrimoine commun de tous les Togolais. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Je ne sais pas qui va aller à la suite de Samir entre Firmin et Dieudonné. Les sénatoriales, quelle configuration pour le prochain Sénat au Togo? Non mais écoutez, première des choses, le Sénat n'aura pas une autre configuration trop différente de celle de l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. Écoutez, vous avez une pièce de 10 personnes et on demande à ce que cette pièce soit remplie par les membres de son équipe, alors que Pana a déjà une famille de 10 personnes. Entre Pana et Gasso qui a une famille de 3 personnes. Qui d'entre ces familles va plus remplir et très rapidement et de façon très aisée d'ailleurs cette pièce de 10 personnes? C'est bien l'équipe ou alors la famille de Pana. Aujourd'hui, la réalité en face de laquelle nous sommes, c'est que le parti au pouvoir est majoritaire sur tous les plans, et aussi bien par le boulevard que certaines formations politiques de l'opposition lui laissent. Et cela me ramène un peu en 2018 avec les législatives, boycottées par l'ANC, bien évidemment, et qui a permis à ce que certaines formations politiques aient pris de l'ascendance, et vous avez encore souvenance de ce fameux dicton qui disait « quelqu'un laisse, quelqu'un prend ». Et donc, des gens avaient boycotté et d'aucuns avaient eu la chance de goûter à la chose sucrée, et cela a été très intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait encore pratiquement le même scénario, la même configuration pratique.
Et donc, ce serait beaucoup plus le parti au pouvoir qui va remplir la majeure partie du Sénat, et aussi certaines formations politiques qui n'auraient pas en réalité la chance d'avoir des représentants, voilà, d'émerger cette fois-ci. Et c'est ce qui va être évident. Ça ne serait pas surprenant. Parce que quand nous prenons les 1500 poussières conseillers municipaux aujourd'hui, majoritairement, c'est qui? C'est bien les représentants du parti au pouvoir. Alors, lorsque vous prenez les campagnes qui se déroulent et qui prennent fin cette nuit, bien évidemment à minuit, eh bien, qui sont ceux que vous constatez beaucoup plus sur le terrain? C'est bien le parti au pouvoir, que ce soit dans le Vaud, dans le Yoto, à TV, un peu partout. C'est bien beaucoup plus le parti au pouvoir que vous voyez. Et ce sont eux, beaucoup plus, qui expliquent les enjeux d'ailleurs fondamentaux de ces élections sénatoriales, premières d'ailleurs sur le territoire togolais. Alors, qui pensait pouvoir prendre plus de place au Sénat, sauf en cas d'une alchimie ou alors d'une magie qui n'existe pas encore au Togo. J'écoutais tantôt Samir parlait de l'ouverture du chef de l'État. L'ouverture du chef de l'État ne lui donnerait pas aussi cette latitude de venir faire entrer les membres de l'opposition à ce Sénat. Et c'est la plupart de ces membres d'ailleurs qui boycottent ces élections. Alors, donc, quelle que soit l'ouverture du président de la République de faire dans la diversité, je ne pense pas que cela donnerait une primauté à d'autres partis d'émerger au Sénat, à part le parti au pouvoir. Alors la question de savoir quelle configuration, on aura pratiquement la même configuration que ce qu'on a aujourd'hui, ou ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sauf sur erreur peut-être de calcul, ou alors d'un miracle que je ne vois pas encore venir. Et c'est le lieu pour moi de dire que ces rendez-vous, qui sont des premiers essais sur un certain nombre de choses, qu'on le veuille ou non, on y est, la 5e République. Le train est en marche, qu'on le veuille ou non. Il y a lieu quand même que chacun essaie de voir l'intérêt du pays beaucoup plus bien avant, au lieu de faire des calculs politiques. Quoi qu'on dise, il y aura des élections sénatoriales. Il y aura un Sénat. Et on sera piloté par une 5e République. Et on subira les règles et les consignes d'une 5e République. Où allons-nous? Bientôt, les élections municipales vont venir. Ce serait dans quelle République pour ceux qui seraient en train de boycotter les élections sénatoriales sous prétexte que les conditions ne sont pas réunies, ou alors on n'est pas encore dans une 5e République? Ce sont des réflexions que je mène. Alors, pour revenir à votre questionnement, ou alors à votre réponse, eh bien, le Sénat serait... La configuration serait beaucoup plus bleue. Ce sera comme à l'Assemblée? C'est ce que j'ai dit. Pas exactement. Pas exactement, mais ce sera beaucoup plus bleu. Ok. Firme Teko Agbo, quelle configuration pour le prochain Sénat? Nous nous interrogeons au regard de l'atmosphère qui a régné lors de cette campagne, la campagne qui prend fin ce jeudi à 23h59, et l'élection des sénateurs, ce sera samedi 15 février 2025. Vous savez, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est pour dire, si on veut aller de façon plus logique et de façon partisane, on irait bien parti pour remplir encore l'Assemblée, pour remplir encore le Sénat, la Chambre haute du Parlement. Bon, au moins 41 sur les 61. Oui, 41 sur les 61. Parce que Samir Osama l'a dit tout à l'heure, nous avons 1527 conseillers municipaux, nous avons 179 conseillers régionaux, dont les deux entités qui se mettent ensemble, ils peuvent facilement nous produire 41 sénateurs. Ils peuvent nous produire bleu. L'opposition n'a aucune chance pour pouvoir gagner. Même pas un seul? Non, l'opposition, moi je ne pense même pas que l'opposition puisse avoir une chance. Si UNIR se met... Vous savez, UNIR, moi je dis, c'est un grand parti politique, c'est un parti gourmand, en politique. Alors, on n'aime pas laisser d'espace pour l'autre. Du moment où on a toute la possibilité pour pouvoir gagner, on met tout en place. Parce que c'est comme le football. Vous savez, le football, vous avez l'occasion de marquer des buts, vous marquez. Vous n'allez pas dire que non, on marque juste 2 buts. Non, quand les occasions viennent, on fait semblant, on fait serment de les rater. Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas ce qui se passera à l'avenir. Alors vous n'avez même pas à vous vanter de ce qui se passera parce que vous ne maîtrisez pas l'avenir. Donc c'est comme ça, Unis se comporte du moment où on a la possibilité de gagner, on met tout en place. Et donc on dit quand on est unis, on est fort. Quand on est fort, on gagne. Et quand on gagne, on gouverne.
C'est comme ça UNI se comporte. Vous imaginez, UNI a l'habitude de donner ce champ-là. Le président Faure est avancé. Donc il va avancer quoi? Il va avancer avec des hommes. Nous sommes derrière vous. Avancez. C'est comme ça UNI se comporte. Donc UNI ne va pas aller sur ce terrain. C'est quoi une campagne de UNI? Vous savez, nous sommes dans les recherches. Donc on prend un peu les slogans. Vous connaissez les slogans? Je connais un peu les slogans. Vous les analysez? Oui, je les analyse. Moi, vous savez, je vais vous passer un livre de Maître Jean Degli, Togo, la tragédie africaine, les espoirs déçus d'un peuple, où le peuple togolais concevait des chansons pas possibles au général, il y a des malipons. Il y a des contenus extraordinaires. Je vais vous passer ce document-là, puisque vous êtes... Je vous conseille un article universitaire également, je vous le donne après. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc UNIR se met dans toutes les positions pour pouvoir gagner. Vous imaginez si c'est une panenka, penalty, si c'est une claquette, si c'est un ciseau. Donc UNIR, nous sommes en football, donc UNIR se met dans toutes les positions pour pouvoir gagner. Donc UNIR est bien parti pour gagner. UNI peut ne pas faire des concessions. Parce que vous savez, avant les législatives du 29 avril, moi je crois que UNI allait faire des concessions. Et puis moi je disais même que chez vous, je disais que UNI allait avoir plus de 100 députés. Parce que UNI, difficilement, UNI fait des concessions. UNI a montré aux yeux du monde qu'à certains niveaux, elle ne fait pas de concessions. Alors, regardez, c'est là où je vais appeler à l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est un président de la République. Il est le patron de UNI, mais il est le président de la République, le président de tous les Togolais. Alors on ne peut pas avoir encore la même configuration comme celle qu'on a à l'Assemblée nationale. Que le président de la République donne des consignes à ses électeurs en leur disant non, ne prenez pas tout. Prenez peut-être 30, prenez peut-être 35. Le reste, peut-être, on laisse ça à l'opposition. Et l'esprit de l'élection, c'est quoi? Oui, il faut nommer alors, il faut nommer la tout. compétition. L'esprit de la compétition, c'est quoi à la fin? Oui, regardez, c'est une question de compétition. Puisque le corps électoral est restreint. Oui, mais on peut négocier. La politique, c'est la négociation. Et puis après ça, les 20 là, qui va nommer. Qui va nommer, il faut même qui s'ouvre encore un peu. Qui n'ont peut-être les anciens premiers ministres qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait le système, qui n'ont peut-être les anciens ministres qui n'ont pas fait le système, qui n'ont des anciennes personnalités peut-être qui n'ont pas fait le système, qui ne sont pas unis. Parce que vous savez, le Sénat vient pour corriger quelque chose. Le Sénat vient corriger des inégalités. Vous savez, les sénateurs, les préfectures sont représentées par les sénateurs. On a 41 préfectures, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on a 39, on a 41. 41 sénateurs pour les 39 préfectures. Pour les 39. Donc, il faut qu'au moins, toutes les préfectures, au moins certaines préfectures, toutes les préfectures presque soient représentées, mais que peut-être il y a un petit équilibre au niveau du Sénat, pour que les lois là, puissent bien passer, puissent être bien étudiées, et que toutes les lois n'aient pas la corrélation unie. Donc, sur ce point-là, nous demanderions simplement au président de la République de faire un effort pour avoir assez d'opposants dans cette nomination à laquelle il a droit. Donc, au moins ça va nous aider à corriger un certain nombre de choses au pays. Et puis, sur le plan international, ça nous permet d'avoir un certain visage. La deuxième chose que je voudrais faire observer, moi je ne sais pas pourquoi, c'est pour répondre un peu, ou elle est un peu dans le même sens que Dieu donné, c'est nous. Vous savez, les gens disent pourquoi le président du Conseil va se permettre de nommer. Vous savez, cette disposition de l'article, cette disposition du Sénat, cette disposition de la Constitution du 6 mai 2024, personne ne l'a inventé. On l'a juste prise au niveau de la Constitution de 1992. L'article 52 qui dit que les deux tiers sont élus par les collectivités territoriales et le 1 tiers est désigné par le président de la République. Et puis l'autre remarque que les gens font à cette constitution, les gens disent que le président du conseil n'a pas été élu, pourquoi il va diriger un gouvernement? Mais n'oubliez pas, le 27 avril 1958, les Togolais n'ont pas voté Sylvanus Olympio. Et Sylvanus Olympio était en prison. Sylvanus Olympio n'a jamais été élu. Allez chercher l'histoire. Sylvanus Olympio était en prison. C'est à l'issue des élections législatives que les gens ont demandé à ce qu'on le libère. Parce que quand il était en prison, il était déchu de ses droits civils et politiques. On le libère et on le place à la tête d'un gouvernement alors qu'il n'avait aucune légitimité populaire. Comparaison n'est pas raison, ne faites pas les mêmes configurations. Les comparaisons là, je ne vous le concède pas pour l'instant. De toutes les façons, c'est pas là le débat, mais là, cette comparaison, vous n'avez pas le droit de le faire. Une seconde, s'il vous plaît. Donc la deuxième chose que je voudrais observer, Sylvanus Olympio n'a jamais été élu. C'est quand il est devenu président du conseil. Oui, il n'a jamais été élu. Pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Il n'a jamais été élu. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Il n'a pas été élu. Quand on dit il n'a jamais été élu, il a été élu après. Non, il n'a pas été élu. Non, je continue. Je vous rappelle. Non, je continue mon démonstration. Il n'a jamais été élu, je reprends.
En 1958, il n'a pas été élu. Je suis d'accord. Oui, maintenant, quand il est devenu président du Conseil, Premier ministre, il a pris l'indépendance, vous imaginez, et maintenant, il est devenu président du Conseil. Maintenant, pour passer de président du Conseil au Premier ministre à président de la République, il est devenu président de la République par ordonnance, que lui-même, il a signé. Il n'y a jamais eu d'élection. Donc, nous avons eu un président de la République qui n'a jamais été élu. Donc vous imaginez, ceux-là, le législateur de la Constitution du 6 mai 2024 n'a rien inventé. On a juste pris du régime parlementaire qui existait dans les années 58 et 61 au Togo, et aussi un peu peut-être au niveau de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, ou peut-être la reine d'Angleterre, qui n'a jamais été élue, peut se nommer, peut se permettre le droit de révoquer ou de nommer un Premier ministre ou de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est la même chose ici, par exemple, on a un président du Conseil qui peut-être, en s'inspirant de la législation occidentale, peut se permettre de dissoudre l'Assemblée nationale. On va revenir au sénatorial, puisque c'est ça l'objet de... Oui, c'est pour dire, alors pour la conclure, configuration, oui, mais pour conclure, si on va, comme je le disais, si on continue dans cette dynamique, on aura une coloration bleue, une configuration bleue à l'Assemblée nationale. Ce que nous souhaitons pas peut-être pour l'image de notre Parlement, parce qu'on a déjà une Assemblée nationale qui est beaucoup plus bleue, 108 sur 113. Alors la meilleure des choses, c'est d'appeler à l'esprit d'ouverture du président de la République pour qu'il puisse faire une petite pression sur ces gares au niveau de l'UNI, et que lorsqu'il aura la possibilité de nommer les 20 sénateurs, qu'il puisse glisser quelques opposants. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps est contre nous, vous allez le permettre. On va faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samir. Je voudrais poursuivre dans le même sens pour mon mot de fin. Je voudrais apporter quelques nuances par rapport à l'intervention de Firmin Tekou Agbo. Je pense qu'il fait fi de se rappeler de quelque chose d'assez important, parce que les municipales de la dernière fois, pour la désignation des maires au niveau de certaines communes, UNIR a concédé un certain nombre de choses. UNIR a aidé à élire un certain nombre de maires dans certaines communes, et vice-versa, l'opposition a aidé UNIR à élire un certain nombre de maires UNIR dans certaines communes. C'est pour dire qu'en réalité, au niveau donc du parti UNIR, lorsque les conditions sont réunies, lorsque il y a une certaine cordialité, une certaine amicalité entre les formations politiques, UNIR est prêt à discuter, UNIR est prêt à concéder. Donc, dans le cadre de ces élections sénatoriales, nous avons vu des conseillers régionaux à qui leur parti politique a refusé leur candidature, mais qui se sont présentés. Ça veut dire qu'en réalité, on peut s'attendre à ce que, au niveau du parti UNIR, qu'il y ait une certaine ouverture, qu'on retrouve un certain nombre d'acteurs de la classe politique de l'opposition dans le prochain Sénat. C'est une possibilité. Merci Samir Ouroussama, vous êtes juriste et président de l'ICJE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Firmin Tekou Agbo, vos mots de fin. Non, moi je voudrais juste dire que ceux qui critiquent la Constitution, c'est normal, c'est leur droit le plus absolu. Mais moi je demanderais à ce que les gens prennent du temps pour lire, parce que la nouvelle Constitution du 6 mai 2024, elle est passionnante. Merci beaucoup. Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique également, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekou Agbo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Je donne ici vos mots de fin. Alors, mes mots de fin seront tout simplement dire que la mise en place de toutes ces structures, de toutes ces institutions ne vont pas développer le pays. Au cœur de toutes ces préoccupations, l'intérêt supérieur de la nation. Le Sénat ne sera pas le gage du développement du Togo. Mais il faut peut-être une véritable politique de ce pays. C'est là ce que le Togolais veut. C'est là ce que UNIR, ANC, qui que ce soit, toute teinture politique vaudrait bien. Merci beaucoup. Dieu donne son nom. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui remercie, docteur. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Richard Amédessou, Florent Ekoué, Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci également à vous, Stéphane Kouano à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve ce vendredi pour un autre numéro. Merci et à très bientôt.